beaucoup et bonjour à tous. J'écoutais avec beaucoup d'intérêt la discussion tout à l'heure sur ces racines à la fois taoïstes et confucéennes que l'on retrouve dans la pensée chinoise contemporaine. Et on parle d'ailleurs beaucoup aujourd'hui de néo-confucianisme, notamment pour essayer de comprendre un petit peu quel est le comportement des élites politiques chinoises, à la fois par rapport à la population, mais également par rapport à ces relations internationales dans lesquelles la Chine est de plus en plus impliquée. Il y a évidemment un certain nombre d'autres réflexions qui méritent peut-être d'être mentionnées, qui relèvent de ces pensées très anciennes, propres à la Chine, et qui vont considérablement impacter la politique étrangère chinoise contemporaine. Je mentionnerai sans doute ce qui me semble le plus important, parce qu'il est très médiatisé à l'heure actuelle en Chine continentale, c'est le concept de Tianxia, qui remonte à la dynastie des Zhou, hein, donc ça fait près de 3000 ans, le concept très ancien du Tianxia, que l'on va traduire par sous un même ciel, et qui a notamment été à l'origine de l'idée selon laquelle la Chine serait au centre de cet ensemble, d'où la traduction Tongguo, Empire du Milieu, ou Pays du Milieu, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est de faire ressurgir à l'heure actuelle, donc dans un contexte, je vais y revenir, qui est marqué par une affirmation de puissance chinoise, un concept qui a vocation à essayer d'inscrire l'action de la Chine, non pas uniquement à échelle intérieure, mais à échelle régionale, voire internationale. Et on retrouve effectivement de très nombreux penseurs chinois aujourd'hui. Je pense à Zhao Jingyang, notamment, qui est un penseur très influent auprès de Xi Jinping, et qui a publié au cours des dernières années un certain nombre de travaux sur le Tianxia et sur la nécessité de ressortir un petit peu ce type de concept pour essayer de donner un sens, d'une certaine manière, à cette affirmation de puissance chinoise. Donc on retrouve effectivement tous ces éléments de cette pensée à la fois religieuse, philosophique, et les choses qui établissent ce lien entre cette Chine impériale, ou cette civilisation chinoise, et la Chine contemporaine, qui se définit de fait comme une civilisation, et qui va surtout utiliser cet argument en sa faveur, notamment dans son bras de fer avec d'autres grandes puissances, au premier rang desquelles les États-Unis. L'argument le plus souvent utilisé par les dirigeants chinois, eh bien, c'est que les États-Unis sont un pays jeune, un pays qui n'est pas une civilisation, qui n'est qu'une petite partie du monde occidental. On se souvient d'ailleurs des propos assez durs il y a quelques jours du conseiller d'État Yang Jiechi à l'encontre du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, dans lequel il lui a dit « Vous ne représentez pas le monde, et vous ne représentez même pas le monde occidental. » Et donc, c'est vraiment ramener les États-Unis finalement à pas grand-chose, simplement une puissance occidentale parmi d'autres, certes ayant bénéficié d'un statut de puissance considérable, mais malgré tout, voilà, qui n'est pas voué peut-être à s'inscrire dans la durée. En opposition, la Chine est une civilisation. Et donc, on va effectivement puiser dans ces concepts très anciens, et bien tous les référents permettant de justifier presque comme un juste retour des choses, le retour de la Chine sur le devant de la scène. C'est quelque chose qui est considéré comme un équilibre qui se remet en place d'une certaine manière, comme si la Chine avait été injustement privée de ce statut de grande puissance, notamment au cours des 150 dernières années, qui sont souvent présentées comme une période d'humiliation. Enfin, on sait que la propagande de l'État-parti joue beaucoup cette carte à l'heure actuelle. Et donc, il est déjà très intéressant de voir dans cette affirmation de puissance qui s'accélère et qui repose évidemment sur des critères objectifs, une réinterprétation de la place de la Chine à la fois dans son environnement régional et international. Et se posera évidemment à terme, et sans doute très rapidement, la question d'un hégémon chinois à échelle asiatique, la question du retour de pratiques qui ont certes fait la grandeur de la Chine, mais aussi les heures plus sombres de ses voisins, ces États tributaires, ces États qui étaient vassaux de la Chine impériale. Donc évidemment, on voit réapparaître toutes ces inquiétudes, toutes ces craintes qui reposent pas uniquement sur la réalité contemporaine, mais sur la trajectoire que fut celle de la Chine. Effectivement, comprendre la géopolitique contemporaine chinoise, c'est aussi faire le lien avec ces pensées anciennes et avec cette histoire très ancienne. Alors, comme je le disais, on a une affirmation de puissance
qui s'est accéléré. Les chiffres le disent, bien évidemment, notamment les chiffres de l'économie chinoise qui indiquent désormais sans aucune contestation que dans la décennie que nous connaissons, la Chine sera la première puissance économique mondiale. Il n'y a désormais plus la moindre contestation de ce point de vue. On ne sait pas exactement quand, on ne sait pas exactement quel sera surtout le degré d'accélération éventuel de ce passage de flambeau, mais il est certain qu'à la fin de cette décennie, la Chine sera de toute façon officiellement reconnue comme première puissance économique mondiale. Ce qui m'invite personnellement à considérer qu'elle l'est déjà. Puisqu'à partir du moment où on se projette sur quelques années en arguant du fait qu'on aura une transition de puissance, eh bien, forcément, tous les regards se portent sur les actions qui sont celles de la Chine et sur ses positionnements sur les grands dossiers internationaux. Donc, on peut dire que nous sommes déjà entrés dans l'ère de la Chine superpuissance, voire principal pôle de puissance mondiale, et cela repose essentiellement sur sa puissance économique. Alors, c'est un moment très intéressant que nous vivons. Et là aussi, ça nous ramène à toutes ces réflexions sur la culture et la civilisation chinoise. On peut dire qu'au cours des décennies et même des siècles passés, nous avons été habitués à une domination du monde, économique surtout, par des puissances occidentales. Donc les États-Unis, bien sûr, ces dernières décennies, le Royaume-Uni avant, et puis on peut parler de la France, on peut parler d'Espagne, des Pays-Bas, enfin bref, de toutes ces puissances qui, depuis le XVIe siècle surtout, imposent un petit peu leur vision du monde et vont être au cœur des relations internationales. Donc nous observons un glissement à la fois géographique mais aussi culturel, puisque ça y est, pour la première fois, dans cette histoire, on va dire, relativement récente, le principal pôle de puissance ne sera pas une puissance occidentale. Ce pôle de puissance ne sera pas non plus un pays anglophone. Nous avons été habitués au cours des dernières décennies à n'avoir que les anglophones qui dominaient le monde. Et ça nous interpelle sur la place de l'anglais dans le champ des relations internationales. On a vu au cours des 2 dernières décennies surtout une progression de l'enseignement du mandarin extrêmement rapide dans les sociétés en développement en particulier, accompagnée par des stratégies qui sont celles de Pékin avec la mise en place des fameux instituts Confucius, mais derrière la stratégie, il y a aussi un besoin qui est évident et qui effectivement témoigne à lui seul de cette transition qui va aussi être une transition linguistique avec tout ce que cela peut comporter derrière. Et puis, c'est également quelque chose qui doit nous interpeller quant à la nature du régime chinois. La Chine est un régime autoritaire, on le sait, qui n'est pas tout à fait à l'aise avec certains sujets, hein, ça a été évoqué précédemment, les droits de l'homme en particulier, la relation avec ses voisins, les questions frontalières aussi qui posent problème dans la région, et puis évidemment un rapport à l'autorité et un rapport au régime, et donc les privations de liberté qui sont celles des Chinois. Et là aussi, c'est évidemment quelque chose qui doit tous nous concerner, qui doit tous nous interpeller, puisque ça veut dire concrètement que le principal pôle de puissance mondiale ne sera plus une démocratie. Et donc, quel avenir pour l'Occident, certes, mais quel avenir pour la démocratie? Comment allons-nous parvenir à justifier la démocratisation ou le combat pour la démocratie à partir du moment où nous ne sommes pas suivis, où nous ne sommes pas accompagnés par la principale puissance mondiale? C'est évidemment une question qui va être tout à fait déterminante et qui pose déjà à l'heure actuelle problème. On voit dans les sociétés en développement une forme de recul de la démocratie à la faveur ou au bénéfice d'un modèle qui est un modèle plus pragmatique, à la chinoise, j'ai envie de dire, sur un système plutôt autoritaire qu'un libéralisme économique. Et ça, c'est évidemment des questions qui nous interpellent et qui, là aussi, nous concernent, nous, en tant qu'Occidentaux, et puis doivent concerner aussi ces sociétés en développement qui cherchent justement quel modèle véritablement suivre. La Chine n'est pas encore la principale puissance diplomatique, elle est en train de le devenir. Elle est en train de le devenir à la faveur du poids de l'argent, de ses investissements, et on a vu cet effet accélérateur exceptionnel qu'ont été les fameuses nouvelles routes de la soie. Hein, c'est la grande initiative portée par le président Xi Jinping. Et à ce jour, après
après 8 ans à peu près de traitement, on est déjà à entre 800 et 1000 milliards de dollars injectés dans des projets à l'international. Et puis, on a récemment, côté chinois, annoncé qu'une fois que la pandémie de Covid-19 sera passée, évidemment, il y a un frein à ces investissements, eh bien, on repartira à la hausse et à nouveau, on va essayer de se projeter vers cette offre apportée tout simplement à d'autres sociétés. Donc tout cela, évidemment, va renforcer l'influence de la Chine dans une multitude de pays, une influence économique, une influence culturelle et linguistique, on l'a dit, une influence sociétale même, mais aussi une influence politique. Et une des grandes questions qui se posent pour un nombre important de pays aujourd'hui, c'est de savoir s'il est toujours possible de dire non à la Chine. Et donc de se priver de cette aide et de ces investissements qui sont si importants, et donc de se mettre un petit peu en marge, voire de s'isoler. Donc c'est évidemment des questions qui vont être tout à fait importantes. Cette influence, elle se retrouve aussi dans le soft power chinois. Le soft power a été institutionnalisé en Chine à l'occasion du 17e congrès du parti en 2007. Donc c'est une stratégie officielle de Pékin. Les instituts Confucius en sont l'une des caractéristiques, mais on voit l'organisation d'une multitude d'événements planétaires, des Jeux Olympiques de Pékin en 2008 à ceux de 2022, l'an prochain, l'exposition universelle de Shanghai en 2010, et puis la volonté d'apparaître finalement de manière de plus en plus fréquente dans les institutions internationales, dans les grands forums. Enfin, la Chine veut désormais exister, elle veut s'émanciper, elle veut se décomplexifier sur la scène internationale, et cela va évidemment se traduire aussi par une influence qui est considérablement renforcée. Et là aussi, on s'interroge sur les prochaines années. Est-ce que cette influence va aller crescendo, ou est-ce que la Chine pourrait rencontrer un certain nombre de limites, et si oui, lesquelles? Est-ce que c'est le modèle politique? Est-ce que c'est l'économie? Est-ce que c'est la perception chez ses voisins et dans le reste du monde? Enfin bref, qu'est-ce qui pourrait enrayer finalement cette montée en puissance? Et puis enfin, un dernier mot sur la puissance militaire. On a vu au cours des derniers jours des annonces très importantes aux États-Unis de la part du Pentagone sur la nécessité d'augmenter le budget militaire des États-Unis pour contrer la montée en puissance chinoise. Alors ça peut paraître un petit peu exagéré, parce que si on regarde les chiffres actuels, le budget de défense de la Chine représente entre un quart et un tiers de celui des États-Unis, qui à lui seul représente à peu près la moitié des dépenses militaires dans le monde. Donc bon, c'est un petit peu voilà, une menace peut-être construite ou exagérée de la part du Pentagone, mais toujours est-il qu'il y a eu au cours des 2 dernières décennies une accélération phénoménale des capacités militaires de la Chine, et notamment ces capacités qui permettent à ce pays d'exercer une pression très forte sur ses voisins, comme on peut actuellement le voir en mer de Chine méridionale, par exemple. Et donc là aussi, il se pose la question de cette transition de puissance qui, pour l'heure, est pacifique. La compétition sino-américaine et l'émergence de la Chine est une transition de puissance pacifique. On ne peut que s'en réjouir. Toutes les réflexions, toutes les théories sur les transitions de puissance ont souvent été caractérisées par des conflictualités. Là, c'est une guerre pacifique. On va s'en contenter avec le sourire. Mais est-ce que cela va durer? Est-ce qu'on ne risque pas à l'avenir de voir de nouvelles formes de conflictualité apparaître dans lesquelles la Chine deviendra un acteur à part entière? La question notamment de la protection, de la défense des intérêts chinois sur la scène internationale. La Chine ne pratique pas d'ingérence, c'est ce qu'elle dit. Mais jusqu'à quand et jusqu'à quel point va-t-elle rester comme ça hermétique à toute forme d'ingérence? Et puis, de la même manière, jusqu'où les États-Unis vont-ils accepter cette transition de puissance et accepter ce déclin relatif, certes, mais réel, de leur puissance, en particulier sur le théâtre asiatique? Et là encore, est-ce qu'on ne risque pas de voir apparaître des conflictualités? Donc, on voit bien que les problèmes sont multiples. J'en ai mentionné quelques-uns, on pourra peut-être revenir sur un certain nombre d'autres points, mais il y a évidemment des interrogations innombrables
sur le moment que nous vivons depuis maintenant quelques années et sur les perspectives qui s'en détachent dans les décennies futures. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura un peu de temps pour l'échange parce que c'est vraiment passionnant. Et Mélodie me fait signe, je pense qu'il y a eu beaucoup de réactions dans le chat. On va passer la parole à Francine Deprat, mais avant, est-ce que vous voulez déjà réagir tout de suite sur ce qu'a dit Barthélémy? Non, d'accord. Parfait. Donc, on passe le relais à Francine Deprat. Est-ce que vous nous entendez, Francine? Oui, oui, je vous entends. Eh bien, la parole est à vous. Vous pouvez dire, comme l'invité à faire, comme l'invité Michel, redire quelques mots sur votre parcours rapidement, et puis ensuite, effectivement, développer votre propos. Bien, d'abord, félicitations pour cette journée qui était très riche et très diversifiée et très complète, ce qui fait que je ne sais pas si ce que je vais dire va apporter beaucoup plus à la réflexion. Simplement, ce que je veux dire, c'est que je vais un petit peu expliquer mon parcours très rapidement. Donc, je suis sociologue. En fait, je suis tombée dans la posture orientaliste très jeune, par une approche extrêmement sensible, puisque c'était à travers la poésie et les textes de Victor Ségalen que me lisait mon père. Donc, vous voyez, ça date d'assez loin compte tenu maintenant de mon âge avancé. Et en fait, à partir de cette approche orientaliste, qui était un peu le milieu ambiant dans lequel je vivais, j'ai été confrontée au fur et à mesure de mon éveil et de ma progression dans le monde à différents événements, m'ont toujours fait tourner le regard vers cet Extrême-Orient. Alors, bien sûr, une approche intellectuelle à travers les Lumières et le rôle des jésuites en Chine, bien entendu, et aussi une approche plutôt pratique et politique, puisque je fais partie de ce qu'on appelle la génération 68, qui a été d'ailleurs tiraillée à l'époque entre l'Inde et la Chine. Et il y avait ceux qui partaient en Inde, et puis il y avait ceux qui partaient en Chine. Alors, bon, moi, j'ai basculé du côté chinois. Tout ça pour dire que l'approche que j'ai est une approche à la fois de mon expérience qui a abouti maintenant à faire un peu le bilan de ma vie, puisque j'ai 80 ans, et que je me suis plus penchée sur la question qui m'a un peu taraudée tout le temps, c'est pourquoi nous, les Français, nous étions aussi attachés et aussi attirés à la fois par cette culture chinoise et aussi par la peur de cette culture et comment on l'appréhendait. Ce qui m'a amené d'ailleurs à m'interroger sur le rôle de la sinologie en France. Et c'est un peu le propos rapide que je vais vous tenir. Si on examine, alors il faut d'abord savoir que la sinologie française est une référence. Anne Schein l'a très bien expliqué d'ailleurs dans différents documents et interviews. Jusqu'aux années 1950, si on voulait aborder la question de la culture et de la civilisation chinoise, il fallait passer par le prisme des études françaises. Et ça a eu un effet évidemment très particulier et on peut se demander mais pourquoi cette présence très forte de la sinologie française dans le monde, qui nous est d'ailleurs reconnue par les Chinois eux-mêmes d'ailleurs, qui nous le reconnaissent. Alors, je crois que je vais reprendre la typologie qu'a fait d'ailleurs un chercheur canadien que j'ai complété, mais que je trouve tout à fait juste, qui est de dire, voilà, il y a plusieurs
construction de notre imaginaire vis-à-vis de la Chine. Le premier qui a été évidemment celui des grands voyages, des grandes découvertes avec Marco Polo, donc une Chine qui nous est présentée comme à la fois puissante, conquérante et fastueuse, puisqu'il a été complètement fasciné par Kubilai, qui était donc le petit-fils de Gengis Khan. Il a même été séduit par sa 4e femme, raconte la légende. Donc, c'est le livre des merveilles qu'il a fait, qu'il a dicté pendant qu'il était en prison en Italie, a été un des premiers éléments de construction de cet imaginaire de la Chine. Le deuxième élément de construction de cet imaginaire est évidemment porté par le rôle des communautés religieuses et notamment les jésuites, et le plus célèbre d'entre eux, le Matteo Ricci. Alors, il faut savoir que la conquête, je dirais, de Matteo Ricci, la conquête de la Chine par Matteo Ricci, a été une longue marche, hein, c'est le cas de le dire. Ça ne s'est pas fait de manière facile. Mais ce qui a été extraordinaire à l'époque, ça a été la rencontre de ce que j'appelle, moi, la rencontre de connaissances scientifiques et de connaissances du monde. Et avec un outil, d'ailleurs, hein, entre autres, il y en a eu de multiples, qui était la cartographie. Quand Matteo Ricci a montré la carte du monde à ses homologues chinois, ça a été une grande rencontre de discussion et de découverte, d'ailleurs, mutuelle. Il faut dire que Matteo Ricci était un homme assez extraordinaire qui avait une connaissance des grands textes confucéens. Il a traduit en latin les 4 livres qui sont les socles des références en Chine. Il a écrit plusieurs ouvrages en chinois sur la théologie, la philosophie, la mémoire, l'amitié, etc. Et lui-même a traduit en chinois des ouvrages scientifiques, dont les éléments d'Euclide. En fait, cette conquête des esprits, parce que c'est une vraie conquête des esprits, a été une rencontre des grands esprits. D'ailleurs, c'est ce que mon amie Yu Shou, qui est anthropologue et qui est une de mes amies très proches, qui est cofondatrice d'ailleurs avec moi, avec d'autres, hein, parce que je ne suis pas toute seule, de Campus International pour une civilisation écologique, dit c'est la rencontre des grands hommes. Et elle les scande d'ailleurs. Elle avait fait un petit topo pour le président Macron quand il est parti en Chine, pour lui expliquer la rencontre des grands hommes au fur et à mesure de l'histoire. Donc c'était quelque part lui dire qu'il était un des derniers grands hommes à rencontrer d'ailleurs un autre grand homme qui était le président Xi Jinping. C'est un petit peu facile, mais bon, ça marche toujours quand même. Alors, ce qui a été une rupture, je dirais, importante, c'est l'émergence d'une sinologie laïque et philosophique au siècle des Lumières, et notamment le rôle qu'ont eu les grands penseurs de l'époque dans la reconnaissance d'une philosophie de très grande qualité, bon, Voltaire, Leibniz, etc. Et donc, à ce moment-là, il y a eu un vrai tournant qui a été la prise de conscience dans tous les domaines qui fondent la culture d'un pays de cette profondeur civilisationnelle de la Chine et de sa grande diversité. Ce tournant civilisationnel s'est accentué, je dirais,
au XIXe siècle, puisqu'on a créé le collège royal à l'époque, ça s'appelait le collège royal, mais c'est l'ancêtre du collège de France, avec une inflexion tout à fait particulière, parce qu'au XIXe siècle, on était aussi dans les grandes conquêtes colonialistes, l'influence de l'Occident et notamment des Européens dans les pays d'Orient. Et l'école française d'Extrême-Orient et des études chinoises a été un moment très, très important dans ce tournant de la connaissance. Alors, pas simplement justement de la Chine, mais plutôt plus largement de l'Asie. Alors, là, bien sûr, il y a eu de grandes figures qui sont apparues. Et c'est là où c'est vraiment créé cette idée que nous partageons, d'ailleurs très souvent avec les Chinois, moi je m'en suis rendu compte quand je discute avec mes amis chinois, de cette grande civilisation dont nous sommes partie prenante. Nous sommes nous aussi une grande civilisation parce que nous sommes aussi une grande civilisation de la pensée. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard si actuellement la chaire qui est tenue par Han Chang est une chaire de la pensée chinoise. Hein. C'est quand même, ça explique beaucoup de choses. Donc, ce monde de la pensée que nous partageons, moi, je l'ai vraiment ressenti très souvent et je crois que ça a été très fort aussi dans ce que j'appelle le tournant politique. Et ce tournant politique, il a été favorisé par deux facteurs importants qui étaient notre imaginaire à nous de la Révolution et l'imaginaire chinois que nous proposait ou la représentation que nous proposait la Chine de cette révolution qui nous paraissait très différente de celle des nôtres, bien sûr, mais aussi de la révolution russe. Et il y a eu une très forte attraction et une puissance d'attraction pour la révolution chinoise, et notamment à une période qui était quand même très difficile de la révolution culturelle. Il y a eu toujours des expériences partagées avec le monde chinois. D'ailleurs, j'étais très émue personnellement par l'entretien d'Annette Wieworka, et je pense que je vais d'ailleurs acheter son livre très vite, parce que ce qu'elle décrivait et ce qu'elle décrit à travers son immersion dans la Chine de Mao, c'est quelque chose que l'on a que ma génération a vécu avec une très grande intensité et avec à la fois de très grandes déceptions, bien sûr, et beaucoup de recul après en se disant, bon, en fin de compte, là aussi, la révolution telle qu'on l'a imaginée n'est pas quand même une franche réussite.